En l'absence de législation de l'espace, Elon Musk est en train de coloniser l'orbite basse en attendant de coloniser Mars. Mais avant de s'attarder sur ça, j'aimerais vous transmettre une émotion particulière. Le 7 septembre dernier, à 4 heures du matin, dans un village du nom de Hunayn, niché au pied de l'Atlas dans la commune de Taroudant, tristement célèbre depuis le séisme qui a frappé la région de l'Haouz il y a un peu plus d'1 an, je m'étais rendu sur place pour rédiger un reportage pour un magazine. Je vous mettrai le lien de l'article en description si ça vous intéresse. Ce jour-là, je m'étais levé bien avant l'aube pour ne pas manquer le seul moyen de transport vers Marrakech. Pardon pour cette digression, mais je me rappelle qu'en levant les yeux vers le ciel, j'ai découvert pour la première fois une immensité d'une beauté sublime. Aucune image ni représentation artistique ne peut égaler cette plongée dans l'infini du cosmos. C'est ce que les scientifiques appellent the dark sky, le ciel étoilé. Un luxe devenu rare pour près de 80% de la population mondiale, condamnée à vivre sous des cieux où finalement la pollution lumineuse efface les constellations. Et c'est là où j'ai compris que la lumière artificielle n'est pas seulement un outil de progrès, mais aussi un instrument qui altère la nuit. C'est aussi, sans nul doute, l'une des plus grandes inventions du capitalisme. Et là, je vous renvoie au fascinant livre « Le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Et c'est vrai qu'il existe toujours des territoires où il est possible d'explorer un ciel complètement dégagé, notamment les villes labellisées Dark Sky, label décerné par l'International Dark Sky Association. Ceci dit, revenons à notre sujet. Et figurez-vous que même ces espaces préservés aujourd'hui n'échappent pas à un autre type de pollution, à savoir la constellation de satellites d'Elon Musk. Ils sont assez visibles, ils apparaissent comme une traînée de points lumineux qui se déplacent rapidement, observables moyennant des jumelles, à l'œil nu parfois, puisqu'ils opèrent à des altitudes comprises entre 340 km et 380 km en fonction de leur configuration, ce qui les rend donc visibles lorsqu'ils réfléchissent la lumière du soleil. Et ce qui manifestement pose problème, c'est leur nombre en orbite. Selon les chiffres actualisés de Starlink, près de 7500 satellites ont été déployés dans l'orbite terrestre basse, parmi lesquels 6800 pleinement opérationnels. Ces engins sont dotés d'une technologie embarquée qui permet aux 4 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 100 pays de rester connectés à Internet. On va pas rentrer dans les détails des types de satellites et des équipements embarqués, mais c'est vrai que ça peut paraître peu 7000 satellites en orbite, mais ça donne un peu ça, même si les données ici ne sont pas actualisées sur ce site. Alors, SpaceX utilise principalement sa fusée Falcon 9 pour placer les satellites en orbite. Le Falcon 9 est la fusée fétiche, celle qui se pose tout doucement, comme si garer une fusée était la chose la plus simple au monde. Et ce n'est pas tout. SpaceX a obtenu l'autorisation de déployer jusqu'à 12 000 satellites et a soumis des demandes pour lancer 30 000 supplémentaires pour étendre sa couverture à l'échelle mondiale. Mais au-delà de nuire à l'expérience d'un ciel pur en créant des traînées lumineuses visibles, comme vous pouvez le constater ici, la présence de plus en plus remarquée de la constellation d'Elon Musk pose plusieurs problèmes. D'abord, pour les astronomes amateurs et professionnels, astronomes avec un M, qui rapportent que les satellites de Starlink altèrent les observations, même dans des sites reculés comme les parcs Dark Sky. En réponse à ces critiques, SpaceX a équipé ses satellites de visières destinés à réduire leur réflectivité et s'est engagé à collaborer avec des astronomes pour éviter les perturbations lors des observations planifiées. Mis à part les observations, ce trafic de plus en plus dense de satellites constitue un danger pour la vie des astronautes, cette fois-ci avec un T, puisque lors des missions spatiales, des manœuvres d'évitement sont parfois nécessaires pour réduire les risques de collision. D'ailleurs, en 2021, 2 satellites Starlink ont forcé la station Tiangong à effectuer des manœuvres d'évitement pour éviter des collisions potentielles. Cet incident d'ailleurs a été signalé par la Chine au comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Et à l'époque, les autorités chinoises avaient déposé plainte à l'ONU et demandé que le traité de l'espace soit respecté, y compris par des entreprises privées. Puisque ce traité de l'espace, qui a été élaboré en 1966, prévoit la non-militarisation de la Lune et des corps célestes, ainsi que l'interdiction de la mise sur orbite d'armes nucléaires. Il a été ratifié par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique. Il est entré en vigueur en 1967 et a été signé par la France en 1970. Le traité prévoit, articles 1 et 2, une liberté d'accès des États à l'espace extra-atmosphérique sans que l'un d'entre eux puisse se l'approprier. Sauf que là, il s'agit d'une société privée. Même risque a été signalé également par la NASA, qui mettait en garde son principal fournisseur contre le danger accru des collisions entre les satellites Starlink et d'autres objets spatiaux, y compris les missions habitées, ce qui est de nature à augmenter le risque des débris spatiaux. Bon, plus grave encore. Et là, je sais que beaucoup de gens vont prendre ça à la légère. Mais il s'agit, en l'occurrence, d'un impact
sur la détection des astéroïdes. Les astéroïdes, certes, figurent parmi les risques dits à faible probabilité mais à fort impact, selon des institutions comme la NASA ou le Future of Humanity Institute d'Oxford, bien qu'il s'agit là d'événements extrêmement rares, mais qui peuvent avoir, l'air de rien, des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Et là, je vous suggère, entre autres, les travaux de Graham Hancock. Alors, pourquoi parle-t-on d'appropriation d'Elon Musk de l'orbite basse? Eh bien, déjà, quand on regarde la physionomie, si j'ose dire, de ce segment, Starlink est en situation dominante, après avoir été en situation de quasi-monopole. Puisque depuis 2023, Musk a été rejoint par Jeff Bezos, en plus des Chinois qui vont bientôt rejoindre la course. Cette mainmise de Starlink, rendue possible grâce à l'ascension fulgurante de SpaceX, inquiète surtout les opérateurs géostationnaires. Et là, on parle de Viasat et SIS, qui existent depuis des décennies, qui estiment que des réseaux comme Starlink ou Kuiper menacent naturellement leur modèle économique. D'autant plus qu'il y a à peine 3 mois, SpaceX s'est adressé au régulateur américain des Federal Communications Commission en lui demandant de modifier les règles régissant les radiospectrums et demande donc à la FCC l'autorisation d'augmenter la magnitude de ces fréquences, ce qui permettrait naturellement à Starlink d'offrir des services à des vitesses plus élevées et d'écraser davantage la concurrence. Et donc cette mainmise d'Elon Musk sur l'orbite basse est un point qui m'a paru intéressant, un point que j'ai voulu partager avec vous, qu'on a déjà évoqué avec Sébastien Bouclair lors de l'interview qu'on a eu ensemble et dont voici un extrait. L'autre enjeu aussi, c'est aujourd'hui, comment dire, la mainmise un petit peu sur ce qu'on appelle l'orbite basse par les constellations de satellites. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de plus en plus de communications très rapides, en particulier pour des transactions financières, par exemple, pour la bourse. Donc là, on parle vraiment de capitalisme à l'extrême, c'est-à-dire aujourd'hui, pour faire des ordres de transactions boursières, on travaille à la nanoseconde près pour être le plus rapide, etc. Et on pense que l'avenir, ça va être certainement d'utiliser les communications satellites pour faire ça. Et aujourd'hui, moi, il y a un vrai problème quand même, et c'est un problème d'organisation internationale, hein. Il n'y a pas de législation de l'espace, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays ne sont pas capables de s'entendre pour dire, ok, dans l'espace, on ne fait pas n'importe quoi. Ça se comprend, hein, on va faire discuter aujourd'hui les Américains avec les Russes pour s'entendre. Voilà, on est dans une situation géopolitique qui fait que c'est pas la priorité. Bon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un mec qui arrive, Elon Musk pour citer que lui par exemple, mais ça peut être Jeff Bezos, ça peut être tout un tas d'autres. Enfin, tout un tas, il n'y en a pas tant que ça qui ont les moyens de le faire. Mais il faut savoir que Elon Musk, à lui tout seul, tout milliardaire qu'il est, a prévu d'envoyer en quelques mois ou années plus de satellites lui-même que toute l'humanité entière depuis le premier satellite Sputnik. Et alors le problème que ça pose, c'est qu'en gros, il va mettre la main en exclusivité finalement sur l'orbite basse. Parce que vu que c'est le premier à le faire... Lui, il envoie pas ses satellites à lui, il envoie des Bien satellites. sûr que si. C'est des projets privés. Oui, mais c'est ses propres projets à lui, c'est Starlink. Alors après, lui, il s'occupe du transport, surtout. Et il fabrique les satellites et il les envoie. Oui. Non, c'est son projet à lui. C'est sa constellation de satellites pour vendre ses solutions de télécommunication à lui, etc. Okay. Après, il participe, puisque maintenant, attention, là où tu as raison, c'est que... Avec la diminution des coûts économiques et avec les fusées réutilisables, etc. Alors le truc, c'est que comme il est... Alors après, ce qu'il fait est quand même exceptionnel, il faut le dire, techniquement parlant, etc., il n'y a pas de problème. Ouais. Mais le problème, c'est que comme, en gros, Donald Trump a applaudi très fort, il lui a dit OK, en gros, il lui a presque donné les clés de la NASA, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que même Thomas Pesquet, il est parti dans la station internationale avec une fusée d'Elon Musk. Donc il a aujourd'hui une légitimité comme ça, puisque c'est le seul à être capable finalement de faire ce genre de choses. Et technologiquement, c'est exceptionnel. Mais est-ce que ça lui donne le droit de prendre de facto, de force, j'ai envie de dire, l'exclusivité sur l'orbite basse? Non. Pour moi, c'est un problème, parce que ça veut dire aussi que demain, quand on va devoir utiliser les satellites pour la communication rapide, etc., on n'aura pas le choix. On sera obligé d'aller... Et ça, je trouve pas ça normal. Parce que c'est quand même aussi l'avenir de la planète qui est, du coup, entre ses mains. Et alors, il y a pour moi, un autre sujet. Tu parlais de Mars, vite fait, c'est pas non plus ma spécialité. Mais je pense qu'il y a un très gros danger avec ça. C'est que... je le dis pas méchamment, mais je pense que ce mec est fou. Alors il y en a qui diront qu'il est fou dans la bonne manière des choses, un peu génial, ce qui est vrai, mais il y a aussi un vrai danger pour la planète et pour la survie de la planète. Et là aussi, ça va rejoindre le prochain sujet de la pollution lumineuse et de la protection de notre planète. Ouais. Honnêtement, aujourd'hui, de tout ce que j'en sais moi, je suis pas spécialiste de la planète Mars, mais j'ai des copains qui le sont et j'ai un peu de connaissances dans le sujet. Honnêtement, on n'ira jamais vivre sur Mars. Il faut arrêter de croire ce genre d'utopie-là. Ouais. L'être humain ne pourra pas aller vivre sur Mars. Et Elon Musk, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros, la planète Terre, c'est mort.
on a tout pourri, mais maintenant l'avenir de toute façon c'est trop tard, donc maintenant on va aller coloniser Mars. C'est quoi le danger? C'est que les gens qui le croient, et il y a énormément de gens qui le croient, c'est presque un gourou aujourd'hui, Elon Musk, sur ces sujets-là. Et les gens qui le croient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, ok, maintenant on sait que c'est mort, donc on ne fait plus d'efforts. Donc on va jeter nos papiers par terre, on va continuer à faire de la lumière n'importe comment, on va continuer à polluer, puisque de toute façon, l'avenir, c'est Elon Musk qui va nous emmener sur Mars. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Starlink, qui est présenté souvent comme une solution miracle, qui prépare son entrée au Maroc et dans pas mal des pays africains, alors que l'Internet par satellite reste très peu compétitif vis-à-vis des solutions existantes. Qu'est-ce que vous pensez de la mainmise d'Elon Musk sur l'orbite basse? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.